Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravi, en tant que directeur de l'IE, de vous accueillir au sein de cet amphithéâtre Malraux pour notre conférence autour de la Russie. Vous le savez, nous avons développé un cycle avec acteurs de l'économie, et avec une très grande joie, nous soutenons ce cycle de conférences autour des BRICS. Pour nous, en tant qu'école universitaire de management, l'international, nous souhaitons qu'il transpire de l'ensemble de nos activités, si je puis m'exprimer ainsi, que ce soit en matière de formation initiale, formation continue ou par apprentissage, quels que soient les cycles de formation. Et il est vrai que les destinations, désormais appelées destinations type BRICS, ce sont des destinations dans lesquelles, depuis, je dirais, les années 90, nous avons développé un certain nombre d'accords d'échange de façon à envoyer un certain nombre de nos étudiants s'inspirer des cultures et s'inspirer des modes d'opération et des modes de travail dans ces zones, mais également nous accueillons un certain nombre d'enseignants et d'enseignants-chercheurs de ces zones, et en particulier des zones russes au sein de notre établissement. Alors c'est avec un très très grand plaisir de ce fait que nous avons la joie de pouvoir accueillir aujourd'hui nos deux experts. Alors un grand merci tout d'abord Monsieur Gimel d'avoir accepté d'être parmi nous et de bien vouloir témoigner dans ce cadre de votre expérience en Russie. Nous sommes très honorés de votre présence et à différents titres, et également en tant qu'ancien de l'IAE. Et puis également merci à Monsieur Delal de témoigner également des approches opérationnelles, des mises en perspective dans ces zones de destination. Je ne serai pas plus long. Je vous souhaite à tous un excellent temps de débat et d'échange, et je laisse sans plus attendre la place à Bernard Lancan. Bien, nous continuons ensemble notre tour du monde pour ceux qui étaient avec nous pour les rendez-vous Brésil et Chine plus récemment. Alors, le but de ce moment, grosso modo, nous allons aller jusqu'à 2 heures. Je sais que certains ont des cours ou des rendez-vous à 2 heures, donc peut-être verrons-nous quelques personnes se lever à 2 heures moins le quart. Vous êtes excusés, sans mots pour le certifier. Alors, le principe, c'est de nous fonder véritablement sur une aventure humaine, et c'est pour ça qu'Alain Chimel nous est précieux aujourd'hui, nous raconter comment, dès que son entreprise a pris de l'essor, dès que vous avez donné à votre entreprise les moyens de regarder loin, vous avez envisagé, pourquoi pas, la Russie, et comment ça s'est passé. Donc c'est vraiment le premier élément, et là nous allons, à travers vous, voir une aventure d'homme, une aventure d'entreprise. Dans un deuxième temps, avec Laurent Delal, qui a passé lui-même beaucoup de temps en Russie, qui parle russe, qui accompagne des entreprises qui envisagent de s'implanter en Russie, nous allons essayer de trouver des clés pour décoder cette société et puis pour faire les premiers pas dans une implantation. Et puis nous ouvrirons un temps d'échange avec vous. Donc voilà le format. C'est une valse à 3 temps. Donc un premier temps d'aventure humaine, un deuxième temps de décodage, un troisième temps d'échange avec vous. J'ai essayé de prendre quelques éléments pour planter le décor. La Russie aujourd'hui est à peu près la 9e selon les classements, selon les critères que l'on prend en compte. 9e économie mondiale, avec un PIB qui est de l'ordre de 1800 milliards de dollars. Pour information, la France a encore un PIB de 2500 milliards d'euros. Le classement aujourd'hui, c'est USA, Chine, qui monte très vite, Japon, Allemagne, France, Brésil, déjà, Angleterre, Italie, Russie. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que d'ici 2025, la Russie pourrait passer du 9e, peut-être au 4e rang, avec une Chine première, USA, Japon toujours 3e, Russie, qui arriverait donc, l'Inde, qui remonte à toute vitesse, Brésil, et du coup l'Allemagne et la France, bien rétrograde, à la 6e, 7e place. La croissance pour la Russie dans les années qui viennent, je regardais les chiffres donnés par le FMI, c'est de l'ordre de plus 4% par année. C'est une société économique qui se manifeste par un excédent commercial important, alors lié surtout aux ressources naturelles, hein, gaz, pétrole, métaux, et puis une dette publique réduite. Et puis aussi, et on l'abordera, la versant un petit peu délicate du tableau, c'est une population qui se réduit. La Russie est un des rarissimes pays au monde qui voit sa population stagner et pour laquelle on a même des hypothèses de déclin.
La Russie a compté 150 millions, elle n'en est qu'à 140 millions. Jusqu'où va-t-elle aller? Un élément aussi important, vous nous en parlerez, c'est le rôle majeur, bien évidemment, de l'État, très présent à travers ce fameux complexe militaro-industriel. C'est presque une expression russe en français, quoi, complexe militaro-industriel. Et puis la manière dont elle dirige un certain nombre d'entreprises. Et puis bien évidemment, là c'est un secret pour personne, et là vous nous aiderez aussi à le décoder, c'est la corruption. Pour vous donner un seul exemple, on estime que la corruption c'est de l'ordre de 300 milliards sur le budget de l'État qui lui est de 1200. À titre indicatif, Poutine a été cité par le Guardian de la semaine dernière, donc journal londonien, avec une fortune estimée à 30 milliards, ce qui renvoie Pinault et Arnault à des amateurs. Enfin, dans le classement légal, Arnault et Pinault sont en haut. Dans le classement, toutes catégories confondues, Poutine, 30 milliards, ça fait quand même pas mal. Vous avez peut-être vu, pour ceux qui lisent Le Figaro, on peut aussi lire Le Figaro, et il y a toute la presse à l'IAE, une page entière là-dessus où on voit que Poutine, ces jours-ci, lance une offensive énorme contre la corruption, avec toute la difficulté qu'il en est aussi l'un des artisans et bénéficiaires. Donc on va parler de tout ça. On va essayer de trouver une voie étroite entre les caricatures, l'âme slave, on a tout dit l'âme slave, mais aussi pas de langue de bois. Aller s'implanter en Russie, comme aller dans certains pays d'Amérique du Sud ou en Chine, c'est être vigilant sur certains éléments. Vous allez nous aider là-dedans. Alors on va venir sur la première partie avec vous, Alain Chimel. Alors Zili. On va faire un petit test. Zili, ça évoque quoi pour vous? Comment? Bon, encore? La mode? Bon. Alors, Zili, c'est un des grands du luxe et le genre de produit que notre froid glacial venu de Sibérie devrait aujourd'hui prescrire. Alors, Alain Chimel, Zili d'abord, en deux mots. Merci. Alors, en deux mots, oui, parce qu'il faut se situer. Vous avez eu avant moi des conférenciers des entreprises qui sont d'une autre taille dans d'autres domaines. Il faut situer l'entreprise Zili par rapport à ces personnes. D'abord, Zili a 42 ans d'existence. Donc voilà, il y a 42 ans que je mène cette entreprise qui a commencé, qui est partie pratiquement de zéro. J'ai fait l'IAE, pour vous situer, en 1967, ce qui ne me rajeunit pas, et mon premier voyage en Russie date de 1965 avec Sciences Po. Voilà. Tout petit déjà. Voilà, c'était hier. Et là, en 1965, on a beaucoup vu, enfin, pas trop, on a beaucoup bu à l'époque. Alors ça n'a pas changé. Maintenant, j'ai démarré mon développement avec les Russes en 1991-92, et aujourd'hui, la Russie, quand on parle de la Russie, ce n'est pas que la Russie, c'est l'ex-empire soviétique, c'est-à-dire avec toutes les républiques. On ne parle jamais que de la Russie. Il ne faut jamais l'oublier. C'est très important. Il y a des pays très, 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 très importants comme l'Ukraine, comme le Kazakhstan, etc. etc. Donc la Russie représente 50% minimum de nos exportations, en sachant qu'on exporte 98% de nos produits. Je précise juste, donc, vêtements de luxe, fourrure, poterie. Qu'est-ce que Zili? C'est, en toute modestie, la plus belle marque d'habillement masculin dans le monde, en qualité, pas en quantité. La dernière à produire en France, à Lyon. Les autres confrères sont en Italie et ne sont plus en France en production. Donc la dernière en France est fière de l'être. Alors pourquoi effectivement très tôt cet attrait ou cette vision de ce que pourrait être pour vous la Russie? Alors d'abord, quand on exporte, il y a des pays où ça marche bien, des pays évidemment où ça marche beaucoup moins bien. Et la faute que faisait chaque entrepreneur, chaque producteur, c'était de penser que l'Amérique était l'Eldorado. L'Amérique du Nord, les États-Unis. Ça, c'est une très grosse erreur. Je l'ai payé assez cher d'ailleurs. Et jusqu'au jour où, en faisant un salon à Paris, ça s'appelait le SEM à l'époque, l'habillement masculin, un jeune Russe a débarqué et tout a changé. Donc je suis passé un virage à 180 degrés et j'ai arrêté de travailler
carrément avec le marché américain où je prenais, où il était très difficile de récupérer ses sous. Et je me suis retourné vers la Russie grâce à ce garçon de 25 ans qui est arrivé sur le stand. Voilà comment ça s'est passé. C'est pas plus compliqué que ça. Et en fait, on a développé après le marché avec les Russes et le monde soviétique, ex-monde soviétique, pendant de cette époque jusqu'à maintenant. Et donc vous avez connu cette époque pré-ouverture du pays. C'est ça, exactement. Ça s'est passé tout à fait sur le plan historique, exactement de la même manière. Alors, comment vous y êtes-vous pris? Avec un importateur ou c'est vous-même qui avez pris vos valises? Non, c'est très simple. C'est un garçon qui est venu, la vérité exacte, un garçon est venu à débarquer sur le stand. Il est arrivé avec une très belle femme. Cette femme, je la croyais française tellement elle parlait bien le français. En fait, elle était russe. Et ils ont voulu ouvrir une première boutique de 30 mètres carrés à l'Hôtel National de Moscou. Ils ont payé d'avance et j'ai livré et ça s'est très bien passé. Ça a commencé comme ça. C'est pas plus compliqué que ça. Si tous nos marchés export pouvaient se faire par une rencontre d'un couple pareil. Alors donc. Voilà. Ensuite, ça a été progressif puisque en étant au centre de Moscou avec un produit exceptionnel, je veux dire pourquoi le produit exceptionnel a plu, ça c'est une autre histoire. Mais en ayant un produit exceptionnel dans le centre de Moscou à un moment donné où on n'était pas nombreux. Il y avait très peu de marques de luxe à l'époque. Donc, ça s'est développé d'abord à Moscou et ensuite dans tout de Moscou à Vladivostok. Est-ce qu'en fait, c'est parce qu'ils étaient russes et qu'ils connaissaient la société qu'ils ont pu développer ça? Non, ils ont repéré, on repère toujours le produit en Europe. À mon avis, dans le domaine du luxe de la grande qualité, on est repéré en Europe, que ce soit en France, en Italie, en Allemagne ou en Angleterre, on est d'abord repéré en Europe. Donc ça, c'est évident. Donc il faut être d'abord ici. Ensuite, ça va très vite. Et ensuite, il faut correspondre à la culture du pays. Alors, c'est ça qui est intéressant. On passe aux Russes, là, vraiment. Alors, les Russes, pourquoi? Parce que la Russie, les Russes, il faut bien comprendre que les Russes sont des gens simples. Qu'est-ce que j'entends par simple? Ce sont des gens qui ont le plus grand territoire du monde, sous-exploité. Ils ont froid. N'oubliez pas, il fait très froid. Et quand ils sortent du froid, ils veulent se réchauffer. Restons sur ces idées. Ils veulent se réchauffer. Ils arrivent dans des villes. C'était déjà d'ailleurs le cas en 65 quand on allait dans les hôtels, puisqu'on n'avait pas le droit pratiquement de sortir des hôtels à l'époque. Donc on venait se réchauffer au bar. C'est pour ça que l'on boit en Russie, pour se réchauffer. C'est pas plus compliqué que ça. On s'habille chaudement parce qu'il fait froid. Voilà. Bon. Donc l'ensemble du monde soviétique a froid et a des ressources illimitées. Des ressources illimitées. Donc il y a un véritable Far East qui n'est pas encore exploité, qui va se développer d'une manière considérable. Et ils ne sont pas nombreux pour un tel territoire. Donc c'est des gens très simples, dans le sens que les Russes, c'est pas très compliqué. Les Russes sont des gens entiers, qui ont une très grande fierté, qui ont une amitié très rapide, très directe. Il faut jouer le jeu et le jouer clairement. C'est pas compliqué, les Russes. C'est pas compliqué du tout. Alors, vous avez parlé de corruption. Je ne suis pas d'accord. Je n'ai jamais eu à corrompre qui que ce soit. Alors vous me direz, parce que j'ai un produit qui n'a pas besoin de ça. Je ne vends pas des vaccins à l'État, j'habille les hommes d'État. J'habille M. Poutine, j'habille M. Medvedev, voilà. Alors c'est beaucoup plus simple. Et je les habille, ils payent la note. Il n'y a pas à corrompre. Je leur fais plaisir. Donc je suis un marchand de bonheur, c'est différent. Donc étant marchand de bonheur, c'est beaucoup plus facile. Je n'avais pas besoin de corrompre. Donc la corruption, entendons-nous. Il y a un État qui a souffert pendant 70 ans, un État qui est fier de ses anciennes traditions, et donc un État qui sait partager
l'économie, qui se partagent un immense empire, qu'il faut exploiter. Forcément, il y a un concours entre eux pour se partager le gâteau, bien sûr. Mais c'est vrai dans toute l'histoire de tous les pays. Il y a eu une phase comme ça. Pour accéder, et c'est bien sûr là-dessus que vous faites allusion, c'est là-dessus que je comprends ça. Pour accéder, tout dépend ce que vous faites. Ça dépend si vous êtes producteur, vendeur de services, vendeur de slogans politiques, c'est différent. Mais en ce qui concerne les produits de luxe, puisque c'est mon métier, et produits de grande qualité plutôt que de luxe, encore une fois, il n'y a pas besoin de corruption. Il y a besoin d'avoir des partenaires. Vous ne pouvez pas aller en Russie ou dans des pays comme ça, mais c'est valable dans beaucoup de pays. Là, on entre en Chine, c'est la même chose. Enfin, dans d'autres pays, c'est pareil. On ne peut pas y aller. Tout dépend de la taille de l'entreprise aussi. À mon niveau d'entreprise, moi, j'avais 100 millions de chiffre d'affaires. À 100 millions de chiffre d'affaires, vous avez besoin de partenaires. À vous de choisir les bons partenaires. C'est là tout le jeu. Il ne faut pas se tromper de partenaire. C'est votre culture qui va vous aider à ne pas vous tromper de partenaire. Et c'est pour les Russes, pour le monde russe, c'est votre culture russe. Donc il faut, avant d'aller en Russie, savoir que le héros national russe, c'est Pouchkine. Si vous connaissez Pouchkine, c'est même pas la peine de prendre votre billet d'avion. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Parce que si on comprend Pouchkine, on comprend déjà les Russes. Il y a cette notion d'héroïsme, cette notion de fierté, cette notion de littérature, qui est extraordinaire en Russie. C'est formidable. Ce côté artistique que les Russes actuels revendiquent, que les Russes actuels ont vécu. Il y a leurs arrière-grands-parents ont vécu ça. Ils ont beaucoup souffert entre-temps, donc ils veulent revenir à ça. Donc bien sûr qu'il faut connaître Dostoïevski, bien sûr qu'il faut connaître Tolstoï, etc. Ça fait partie de notre culture, et même pas de la leur, de notre culture. Mais le héros russe, c'est Pouchkine. C'est Pouchkine qui meurt à 37 ans en duel. Il faut le savoir. C'est leur fierté. Voilà. Donc il faut commencer comme ça. Et quand vous buvez de la vodka, d'abord c'est très bon, et il faut la couper avec du vin, c'est beaucoup plus facile, et il faut savoir tenir le coup, il y a un petit entraînement, c'est tout. Mais ça réchauffe, c'est très bien, c'est très agréable. Les relations professionnelles et privées sont-elles liées, comme dans certains pays, ou également comme dans d'autres pays, ça n'a rien à voir? Est-ce qu'il faut aussi accepter l'en dehors du travail? Écoutez, à titre personnel, donc on a des boutiques dans une quinzaine de villes. On livre dans 35 villes des républiques. On a des boutiques dans une quinzaine de villes avec enseigne, ce qui est beaucoup, beaucoup. Et en ce qui concerne la vie privée, je crois qu'il ne faut pas trop l'aborder. C'est leur problème, ils ont leur manière de vivre, nous avons la nôtre. Les cadeaux qu'on se fait à titre privé sont quelquefois exceptionnels. Donc il y a une grande générosité parce que les Russes sont généreux. Ils sont méfiants parce que justement ils se méfient de l'Europe occidentale. Donc je ne reviens pas sur l'histoire de la guerre froide, etc. Donc ils se méfient, à juste titre. C'est pour ça qu'ils parlent si bien français. Je vous rappelle quand même que la langue française en Russie occidentale, la langue française était la première langue pendant très longtemps. Donc ils se méfient, mais la confiance se fait très rapidement. Et après, ça va très bien, ça se passe très bien. En tout cas, moi, je n'ai jamais eu de problème, avec mes partenaires russes. Jamais. Lorsque vous voyagez, vous êtes facilement invité, reçu, on vous fait découvrir, je sais pas, une région, la famille, ou bien ça reste quand même sur le plan professionnel? Ça reste sur le plan professionnel. Je crois que les Russes sont... ils sont actuellement concentrés sur une espèce... C'est eux qui viennent vers nous. Ils envahissent le monde, ils achètent des propriétés à l'Occident, ils sont contents de revenir à Nice. Ils sont revenus sur la Côte d'Azur, ils sont contents de venir. Nous n'allons pas chez eux. C'est arrivé, bien sûr que c'est arrivé parce que j'ai des partenaires très proches. Mais
ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est le produit, les affaires, ça va vite, ça va fort, on ne perd pas de temps. Et ça, j'aime ça. Personnellement, je trouve ça formidable. Entre ces premières années où vous avez démarré l'implantation et aujourd'hui, avec ces changements politiques, perestroïka et aujourd'hui cette forme de capitalisme que l'on dit sauvage, est-ce que ça a changé fondamentalement la donne pour vous? Est-ce que vous y procédez autrement? Pas du tout. Depuis le début, on a toujours procédé on travaille de la même manière. Évidemment, nos conditions pour être payés sont assez difficiles, sont dures, c'est-à-dire qu'on se fait payer d'avance. Bon, mais ça, de toute manière, c'est la même chose en Asie, c'est-à-dire quand nous sommes clients de l'Asie, nous payons d'avance, donc il n'y a rien d'original, c'est la même chose pour l'Amérique du Sud, etc. Il n'y a que dans la zone européenne que c'est différent, mais de toute manière, ça ne change pas. Donc ça aussi, c'est comme ailleurs. Non, il n'y a pas eu de changement. La politique n'entre pas en ligne de compte. C'est-à-dire, votre partenaire, qui n'est pas forcément corrompu, votre partenaire, lui, doit avoir des relations, a des relations. Mais quel est le partenaire occidental à un niveau très important qui n'a pas de relations? Je voudrais enlever, si vous permettez, cette peur, cette espèce de mythe, etc. Évidemment, si vous vendez des avions d'assaut en Russie, c'est peut-être pas tout à fait de la même manière, mais ça passe par l'État, c'est différent. Mais quand on vend un produit de grande qualité, un produit dans tous les domaines de grande qualité, il n'y a aucune appréhension à avoir, au contraire. Il n'y a aucun problème. Il faut que lui, votre partenaire, sache se débrouiller. Mais s'il est intelligent, il sait se débrouiller. En ce qui concerne les barrages, si vous permettez, les barrages qu'il pourrait y avoir, qu'on peut connaître pour s'implanter dans une ville plutôt qu'une autre, à la limite, il n'y en a pas parce que vos partenaires ont eux-mêmes des relations suffisantes pour la tranquillité. Donc ce n'est pas notre problème. En fait, c'est le problème du partenaire. Évidemment qu'on ne peut pas y aller tout seul, mais combien de pays hors Europe peuvent-ils être exploités seuls, sauf pour des entreprises comme L'Oréal, ou enfin des grands groupes. Mais en dehors des grands groupes, et encore pas toujours, quels sont les continents où on pourrait s'installer seul? Pas. Les boutiques dont vous parlez sont des boutiques qui appartiennent à votre entreprise ou qui appartiennent à vos partenaires? Alors, vous avez trois formes d'accords. La première, la plus simple, ce sont des revendeurs, c'est-à-dire que vous payez, vous revendez, et donc ils ont plusieurs autres marques. Donc ça, on essaye d'éviter. Il y en a encore, on essaye d'éviter. Le deuxième, la meilleure formule est la formule d'une pseudo-franchise distribution, où la boutique s'appelle Zilli et nous vendons que nos produits dans la boutique, mais la boutique, l'affaire appartient aux partenaires. Et la dernière chose, on va ouvrir maintenant, donc ça fait déjà un moment que ça dure, donc pour un certain temps, on va ouvrir une boutique en direct de 300 mètres carrés dans la galerie du Four Seasons qui est en face de la Douma à Moscou. Et là, on l'ouvre en direct, mais pas à 100%, c'est-à-dire que c'est notre affaire, mais on a quand même un partenaire emblématique, puisque c'est un partenaire que nous avons pratiquement depuis le début. C'est plus le même que le premier, celui-là n'est plus là, mais notre partenaire avec qui on travaille depuis 20 ans. Quel a été pour vous l'intérêt, l'appui des représentations françaises, que ce soit les circuits chambres de commerce ou délégations françaises ou ambassades? Alors, là, il faut un peu de chance. Donc, tout dépendra. Alors, il y a deux mouvements. Vous avez le mouvement économique avec tous les supports économiques, des universités, des instituts spécialisés. Moi, je n'ai pas fait appel à ce circuit-là parce que c'est les Russes qui sont venus à moi. Donc, il n'y a pas eu ce problème. Il n'y a pas eu la nécessité d'utiliser ces voies-là. Donc, je ne peux pas en parler. Par contre, j'ai eu la chance de rencontrer un ambassadeur français à Moscou qui était très ouvert à l'économique, ce qui n'est pas toujours le cas dans le monde, loin de là. Celui-là l'était, si je peux le citer, il s'appelle Jean Cadet, il est aujourd'hui à la Cour des comptes, et c'est un homme remarquable, extrêmement fin, avec qui j'ai sympathisé, et on a pu organiser des défilés dans la résidence privée de
de son ambassade à Moscou, de notre ambassade à Moscou. Mais c'est exceptionnel. Là, c'était d'ailleurs drôle, puisque nous recevions les chefs d'industrie, enfin les clients, en direct pour notre exposition, et il était à côté de moi, et il me donnait une cote de 0 à 20 sur chacun. C'était assez drôle. Ce que l'on fait dans les promos quelquefois. Alors, merci, on va continuer ensemble en ouvrant avec vous, Laurent Delahal. Donc, vous connaissez bien ce pays, vous en parlez la langue, vous avez vécu. D'abord, quelques réactions par rapport à cette aventure que nous a racontée Alain Chimel, la saga Zili en Russie. Qu'est-ce que vous en percevez? Mettez le micro bien près. On a affaire à un produit très particulier et je ne sais pas si M. Zili avait vendu un produit différent, si les choses se seraient passées de la même manière. Moi-même, je peux dire, la première fois que j'ai vu un produit Zili, il y a eu une émotion parce que c'est un produit effectivement de grande qualité, assez coloré, des particularismes. Et la Russie est un pays où ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle est très présente. Moi, la chose qui m'a le plus marqué après les années que j'ai passées là-bas, c'est qu'un Russe que vous allez rencontrer va être très différent lors de la rencontre dans un domaine public, dans la rue, et quand vous allez pénétrer sa sphère intime, quand vous allez aller chez lui, c'est comme si on avait deux personnes différentes. Parce que la tradition, l'histoire, le poids de beaucoup de choses fait que le Russe cache ses émotions à l'extérieur, et qu'en fait, ce sont des gens simples. Je suis complètement d'accord avec M. Zili. Il faut commencer à apprécier des choses très très simples, la cueillette des baies, les champignons, la datcha, et on va pouvoir, le bagna bien sûr, la vodka aussi. Alors là-dessus, j'ai peut-être moins le côté facile dont parlait M. Zili, parce que moi j'ai vécu plusieurs années de suite, et comme je parlais russe, on m'envoyait souvent dans les cocktails et les dîners, et c'est vrai que c'était quand même un petit peu lourd parce que c'est un alcool très fort. Alors, j'avais pas la même recette que vous, Monsieur Zili. Moi, je prenais de la borjoumi, qui est l'eau pétillante qui vient de Géorgie, borjoumi. Et donc, vous alternez... Excellent tout, hein, excellent. Excellent. Un petit verre de vodka, un verre de borjoumi pour pas que ça remonte. Mais cela étant, quand je suis rentré après 4 années, mon médecin m'a dit, Monsieur Delahal, vous avez un problème, vous avez des gamma GT qui sont ceux d'un alcoolique. Hein. Donc, parce que vous avez d'abord la vodka, et puis vous avez l'autre chose, c'est qu'il y a 7 mois d'hiver. Et donc, 7 mois d'hiver, on mange également très gras, donc ça ne favorise pas les choses. Tout à l'heure, on a dit aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a affaire à un pays qui est très riche. Hein. En russe, on dit Ochen Bagataya Strana. C'est un pays immensément riche, mais c'est également un pays immensément grand. C'est 11 fuseaux horaires. Donc, parler de la Russie de manière générale, c'est toujours... Et d'ailleurs, je suis très content que M. Zili nous ait dit qu'il y a 15 implantations dans toute la CEI, parce qu'en général, les Français se concentrent sur 2 points d'accès, que sont Moscou et Saint-Pétersbourg, quelquefois Nijni-Novgorod, mais on ne va pas beaucoup plus loin. Et la Russie, c'est bien sûr beaucoup de choses. Je vous coupe une seconde pour donner une idée. Aujourd'hui, nous vendons nos produits qui ne sont pas donnés, nous vendons nos produits à Omsk. Omsk, c'était le pénitencier où était Dostoïevski. Ça vous donne une idée du changement. Et Omsk, on est encore à la moitié. Il reste encore une moitié pour aller vers l'Est. Donc on est vraiment dans un environnement gigantesque. L'autre chose, c'est qu'en France, on a souvent, quand on veut appréhender la réalité russe, l'adage qui nous revient, qui vient d'un poème de Tchoutchev, qui est souvent cité d'ailleurs. Rassia tolke možno veriť, c'est-à-dire on ne peut que croire en la Russie. On ne peut pas la comprendre par la voie de la raison, le cartésianisme qui nous caractérise. Et je trouve que ce voile de mystère, c'est un petit peu court. Parce que moi, je pense, c'est mon impression, qu'il y a des raisons objectives. Il y a une histoire, il y a un climat, il y a des tas de choses qu'il faut comprendre. Et c'est vrai que nous ne réagissons pas de la même manière. Mais envelopper la Russie de mystère, c'est un peu facile. C'est un pays qui peut se décoder, il faut du temps, il faut être volontaire. Essayer d'en comprendre la langue, c'est un bel effort et qui est très apprécié. La culture aussi. Monsieur Zili a insisté là-dessus, il a raison. C'est une culture millénaire comme la nôtre. Donc il y a des tas de choses à prendre. Pouchkine, c'est essentiel. Donc grand-père était noir. Hein, il y a des tas de choses à savoir. Et grâce à ça, vous allez pouvoir commencer à pénétrer cette fameuse sphère intime du russe. Et quand l'amitié est née, comme l'a dit tout à l'heure d'ailleurs Monsieur Zili, elle est durable.
Alors là, on en revient aux affaires. Quand vous envoyez quelqu'un en Russie, mon conseil, c'est de ne pas changer d'interlocuteur en permanence. Parce qu'il va y avoir un vrai lien affectif qui va se mettre en œuvre, et il va falloir jouer sur ce lien pour que les choses perdurent. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Là, il y a une confiance. La confiance, mais elle s'établit vite. Elle s'établit vite, mais après, il ne faut plus bouger. C'est-à-dire qu'il y a un rapport de confiance qui s'installe, qui est d'homme à homme. C'est encore très souvent de homme à homme. Ça évoluera dans le temps, mais ça va prendre du temps. Par contre, là, il faut jouer le jeu, justement parce qu'ils ont été méfiants à cause de la guerre froide. Donc il faut jouer le jeu très facilement. Ils ont tous les renseignements du monde, comme tout le monde sait. Donc c'est très facile, il faut être simple. Alors pourquoi la simplicité Je voudrais revenir là-dessus, c'est très intéressant parce que je l'ai vécu au Moyen-Orient avant. Alors, quand un client, alors je parle évidemment des produits de grand luxe, donc si vous faites dans le futur, vous orientez là-dessus. Moi je parle toujours dans ce que je sais, et pas, en tant que producteur de produits de très haut niveau. Au Moyen-Orient, pourquoi ça a marché? Parce que quand vous traversez le désert, vous avez soif, et quand vous arrivez à l'oasis, vous êtes heureux. Vous êtes heureux, il y a de l'eau, c'est formidable, vous faites la fête, c'est formidable. Et là, vous vous faites plaisir et vous dépensez de l'argent pour de l'or, pour tout ce que vous voudrez. Bon. Pour des pays comme la Russie, c'est la même chose. Vous traversez la Sibérie, quand vous arrivez à l'oasis, vous faites la fête. Et c'est pour ça que les produits de très haut niveau et de grandes fêtes, si vous voulez, qui vont avec, sont relativement faciles à vendre. Et ça explique beaucoup de choses. Donc c'est pas une étude psychologie très profonde, mais je vous promets que c'est vrai. Donc la traversée, chaque fois c'est la traversée d'un désert. Vous traversez un désert et au bout d'un moment, vous vous faites plaisir. Alors que en France, en Occident, en Amérique, c'est pas toujours le cas. On est habitué, on n'a pas besoin. On est dans des climats tempérés, le climat ça compte beaucoup. On est dans une fertilité, enfin un monde de richesse déjà, qui est déjà très équilibré. Mais ici on vous a parlé de la Chine. Mais la Chine aujourd'hui se rue sur la consommation. Est-ce que vous vous rendez compte que depuis 8000 ans, les Chinois crèvent de faim? 8000 ans pratiquement 8000 ans qui ont quoi, un bol de riz. Alors aujourd'hui, ils se précipitent sur les produits. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'aujourd'hui ça explose. Ils ont mis le temps par rapport à nous. Vous ne trouvez pas? Oui. On parle d'ailleurs beaucoup de l'explosion des classes moyennes et versant Chine et versant Russie. Qu'en est-il alors pour des entreprises qui sont intéressées? Alors, on sait qu'il y a effectivement cette nomenclatura qui est presque hors norme en termes de richesse. On sait qu'il y a aussi une part de pauvreté gigantesque. Ces classes moyennes, quelle est la réalité de ces classes moyennes en termes de marché potentiel pour des entreprises françaises? Pour moi, il y a eu, avec l'ère Poutine, qu'on peut critiquer sur certains aspects, on a parlé de corruption, de sa fortune personnelle, tout ce que vous voulez, mais il y a une réalité objective qui s'impose à nous, c'est qu'il y a une modification. On a vu émerger un début de classe moyenne, c'est-à-dire qu'on a des Russes qui viennent chez nous, qui ne sont plus les mêmes qu'il y a 15 ans, qui descendaient dans les grands établissements de la Côte d'Azur. On a des Russes, d'ailleurs il y en a beaucoup à Lyon, qui sont des Russes, encore une fois, de conditions beaucoup plus modestes, простые люди, des gens simples. Et ça, c'est véritablement quelque chose qui est nouveau. Cela étant, sur différents phénomènes pour aborder le marché russe, Monsieur Zilli Monsieur Chimel a dit que pour Zilli, on avait parlé de prépaiement. Oui. Donc ça, c'est fondamental, mais encore une fois, c'est pas la spécificité de la Russie. Ça arrive dans d'autres pays. C'est plutôt nos spécificités dans le paiement. On a parlé d'un partenaire local fiable. C'est fondamental. Il faut identifier rapidement quelqu'un qui va pouvoir représenter vos intérêts de manière correcte. Parce que les plans comptables, j'ai vu arriver un avocat fiscaliste tout à l'heure, les plans comptables ne sont pas les mêmes. Donc on a fait des efforts. Les choses, d'ailleurs, la France a beaucoup œuvré dans ce cadre-là pour que des modèles soient donnés avec la Nouvelle-Russie. Mais le pays tel qu'il se présente aujourd'hui a déjà beaucoup évolué. Moi, les premières missions que j'ai faites en Russie, enfin en ex-URSS,
C'était à l'époque, ça s'appelait encore Leningrad. Le pays n'a plus rien à voir. Vous vous souvenez de ces magasins où on allait acheter les produits, il fallait rester derrière la caisse, dire je choisis quelque chose, on vous donnait un ticket, vous n'aviez pas accès aux produits. Aujourd'hui, vous avez des tas de supermarchés partout. Donc, ça, en peu de temps, ça a quand même été déjà une révolution culturelle. Mais moi, la chose qui me vient en tête quand je parle de la Russie, c'est que j'ai l'héritage de Claude Lévi-Strauss en tête, qui nous parlait d'ethnocentrisme. C'est un réflexe que nous avons tous, c'est-à-dire que nous allons plaquer nos grilles de lecture, de valeurs, sur une situation qui n'est pas la nôtre. Ben là, il faut essayer de se défaire de ce réflexe. Parce qu'encore une fois, même si les Russes nous ressemblent physiquement, ils ont un autre mode de pensée, une autre rationalité. On est entre l'Orient et l'Occident, donc il y a des tas de choses. Par exemple, je pense au tamada. Le tamada, c'est une institution russe qui veut que, quand on va manger, tous les plats sont à table, ce qui permet d'ailleurs à la maîtresse de maison d'éviter de faire la navette entre la cuisine et le salon. Il y a les toasts, donc il y a le premier toast, le deuxième, le troisième pour les femmes. Tout ça, il faut l'intégrer et vouloir, comme l'a dit tout à l'heure M. Zilli, correspondre, vouloir être en résonance avec son interlocuteur. Il y a dans la salle Lisa Bellinghausen, avec qui je travaille sur les émotions. Moi, je pense que, parce que j'essaye de trouver pourquoi j'ai cette réaction avec la Russie. J'ai vécu dans 3 pays pendant 10 ans en expatriation, et avec la Russie, j'ai vraiment une relation très particulière. J'ai pas de sang russe, mais je pense qu'il y a vraiment un phénomène d'émotion, comme il peut y avoir sur des produits, encore une fois, particuliers, d'une couleur, d'une qualité. Ce sont des gens qui fonctionnent beaucoup à l'émotion. Alors, dans les négociations, on dit souvent, par exemple, dans le monde financier, les Anglais sont des tueurs, les Hollandais, non, Patrice non plus. Comment vous positionnerez les Russes dans cette échelle de Richter? Où est la part d'émotion dans la négociation avec un partenaire russe? D'abord, vous savez qu'un décideur, il prend ses décisions sous le coup de l'émotion. Ça, c'est le livre de Christophe Hague, notre collègue de l'EM, qu'il a dans Génération QE. Je pense qu'un décideur russe, il ne faut pas se tromper. C'est-à-dire que, je parle sous le contrôle de M. Zilli, de M. Chimel, décidément. Mais finalement, pourquoi l'adéquation entre un homme et une marque, c'est pas si innocent. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup. Ah oui. Mais ça fait la 3e fois que je le fais, même avant de venir. Mais je connais votre fils, Laurent. On dit ça de Dior et Saint-Laurent, pourquoi pas hein. Alors, je reviens à ce que je disais. En fait, il ne faut pas se tromper. L'interlocuteur russe va avoir une proximité avec vous apparente. Vous allez sortir au restaurant, ensuite aller au bagna, faire une fête qui va durer assez tard. Le lendemain matin, c'est pas signé pour autant. C'est-à-dire qu'il va falloir revenir aux choses qui sont concrètes. C'est pas parce qu'il y a une proximité, encore une fois, personnelle, que les choses ont évolué au niveau professionnel. C'est-à-dire qu'il faut être prudent. C'est pour ça qu'encore une fois, aller doucement, être réservé. On a toujours tendance, on est extraverti plutôt, notre côté latin. Le russe est plutôt introverti. Le côté hiérarchique, statut, est-ce qu'ils sont attachés, comme les Chinois sont extrêmement attachés à le numéro 1 parle avec le numéro 1, le numéro 2, le numéro 2 Oui. Russe aussi? Oui. Il y a une hiérarchie. Alain Chimel, il était important pour vous de manifester, vous étiez le patron? Ça dépend. Si vous êtes... dans toutes les entreprises, et notamment dans les entreprises État, la hiérarchie, c'est que la nomenclature. On est très attaché au grade, là. Hein, ça, c'est important de le savoir. Mais c'est naturel, c'est pas choquant. Historiquement, en fait, on s'aperçoit que très rapidement, les Russes ont eu en phase 2 des personnes qui étaient placées pour les observer, ce qu'on appelait les commissaires politiques. Et donc, ils ont une vision de l'autorité qui est encore, maintenant, on est pourtant déjà des années après, mais qui est encore empreinte de ça. On parlait de clé de lecture au départ, vous avez utilisé cette expression. Moi, je me souviens d'une camarade qui était, j'emploie le terme à bon escient, à Moscou, qui s'appelle Paola Messana, qui était la représentante de l'AFP pendant 10 ans, qui a eu le prix Albert Londres quand elle était là-bas. Elle a écrit un bouquin remarquable qui s'appelle Kommunalka. Kommunalka, pour ceux qui sont russes dans la salle savent ce que c'est l'appartement communautaire. Et elle a fait une lecture en fait de ses pérégrinations dans l'Union soviétique à travers cette institution soviétique qui explique beaucoup de choses. Parce que quand vous allez vivre dans cette propriété qui était la vôtre, et on est venu implanter des familles dans cette propriété en vous disant vous allez rester chez vous, mais vous allez avoir une seule pièce au lieu d'avoir toute la maison. Vous allez donc partager les espaces communs, la cuisine, les toilettes et tout ça. Ça explique beaucoup de choses.
Et je vous conseille la lecture de ce livre parce que, à travers, encore une fois, des institutions comme celle-là, on comprend qu'il y a eu un certain formatage de l'individu. Hein, puisque, si on veut dire quelque chose d'un peu moins politiquement correct, si vous vous souvenez du film L'Est-Ouest, on voyait bien que dans la communalca, dans l'appartement communautaire, il y a une famille qui ne payait pas le loyer. Pourquoi ? Parce qu'elle rapportait sur ce que faisaient les autres. Donc il y a cette chose qui est toujours là, parce que c'est une habitude qui a duré pendant 70 ans. Maintenant, il faut aussi être raisonnable, les choses évoluent, je vous l'ai dit, rapidement, mais c'est quand même là, et c'est important d'avoir ça comme dans l'arrière-pensée. C'est comme ça qu'ils ont été formatés. Oui, non, c'est important de le savoir, mais en fait, il faut savoir ce qu'on veut aussi. On est là pour vendre des produits, pour vendre des services, pour vendre en économie privée. Donc, en fait, on le sait, c'est pour ça qu'il faut être d'autant plus naturel et simple. Il ne faut pas essayer de savoir. À partir du moment où vous êtes confiant dans votre produit, confiant dans ce que vous vendez et que vous êtes correct, il n'y a pas de souci à se faire. Bien sûr que, évidemment, eux ne fonctionnent pas comme nous. Et heureusement, d'ailleurs, ben, c'est très bien. Et on le sait. Mais il faut justement rester soi-même. Il ne faut pas essayer d'aller trop loin. Il ne faut pas s'occuper de ce qui ne nous regarde pas. Autrement dit, les Russes, d'abord, ils sont très peu nombreux. Très peu nombreux. C'est le plus grand pays du monde avec 150 millions, et donc dans ces 150 millions, vous avez plein de républiques, etc., pratiquement autonomes, et c'est très difficile. Et alors là, je vais défendre mon client principal. C'est très difficile pour M. Poutine, par exemple, ou un autre, très difficile de mener un pays comme ça. C'est très difficile. Alors évidemment, il y a un côté très déplaisant, il y a un côté très dur, mais comment tenir toutes ces républiques, toutes ces ethnies différentes? Il faut comprendre que pour gérer ça, il faut une armée qui n'a plus de valeur. Aujourd'hui, les armées n'ont pas les mêmes valeurs qu'avant. Donc, quelle valeur donner pour tenir cet ensemble? C'est extrêmement difficile. Alors, on tombe forcément dans une pseudo-corruption. Mais pour moi, il y a corruption et corruption. On ne parle pas là d'une mafia. Le mot mafia, c'est pas vrai. On sait partager l'économie, on se partage les richesses, qu'on commence à distribuer, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, et je pense que vous êtes en dessous de la réalité, la progression annuelle, et vous avez parlé de 4%, je pense qu'elle se rapproche plus à un moment donné de 8%, donc on doit être quelque part entre 4 et 8%, c'est énorme. Ça va très vite, ça monte très vite, ils ne sont pas très nombreux, donc le niveau de vie augmente, il faut un peu de patience. Et évidemment, il y a des choses extrêmement choquantes, mais pour bien souvent des raisons géopolitiques, comme en Syrie actuellement. Ce qui ne nous regarde pas, nous, en tant qu'entrepreneurs privés, ce n'est pas notre problème. Si on doit s'occuper de ça, on ne vend plus rien. Donc, en fait, on est là pour vendre, on est là pour faire tourner des entreprises en France ou en Europe. On n'est pas là pour s'occuper de ça. Évidemment, on a ses opinions personnelles, j'ai pas dit ça, hein. Ça c'est un autre problème. Mais si vous voulez vendre en Russie, travailler avec la Russie, il ne faut pas s'occuper de ça. Il faut savoir, mais ne pas s'en occuper. Mais c'est valable pour beaucoup d'autres pays. Hein. Pour abonder dans votre sens, je crois que c'est plutôt l'inverse. Nous sommes connus Français comme ayant un souci de l'ingérence, et même des partenaires américains, je ne parle pas de chinois, nous disent, mais vous posez des questions qui nous étonnent toujours. Nous sommes connus pour être plutôt impertinents. Juste un mot, par exemple. Nous, on vient d'ouvrir une boutique de 3 étages à Istanbul. Bon, voilà, j'ajoute rien là-dessus. Vous avez compris ce que je voulais dire. Sur la population, c'est vrai que la Russie a un vrai drame, c'est un déficit de population qui s'accroît chaque année. D'ailleurs, vous savez que l'espérance de vie est très courte, hein, par rapport à ce qui est chez nous. Il y a quelques années, c'était encore 58 ans pour un homme. Hein, alors que chez nous, on doit être à 83 ou 85. Donc on est vraiment dans une autre configuration. Les Russes sont... alors encore une fois, hein, je mets tous les bémols possibles, parce qu'on parle de 11 fuseaux horaires, mais il m'est arrivé, par exemple, d'assister à l'Assemblée des peuples de la Fédération de Russie, et je vous promets que le côté bigarré de l'Assemblée est incroyable. Vous avez des gens qui ressemblent à des Mongols, des Inuits, enfin, vous avez tous les types possibles. Donc n'ayez pas cette image du blond aux yeux bleus. Et la Russie, c'est encore une fois pléthore de différences, de climats différents aussi. Et donc c'est pour ça que nous, Français, souvent, on se cantonne dans ces 2 grands pôles
économiquement, c'est 85% de ce qui se passe quand même, Moscou-Saint-Pétersbourg. Mais moi, j'ai eu la chance d'aller à Kaliningrad, d'aller encore à Rostov-sur-le-Don, enfin dans des coins qui sont moins fréquentés par les Français. En parlant la langue, c'est vrai qu'on a une autre découverte du pays et les Russes s'ouvrent beaucoup plus facilement, vous racontent. Et à chaque fois, le mot est revenu plein de fois déjà depuis tout à l'heure, mais le mot de simplicité, il est toujours présent. Comment, on va ouvrir le temps d'échange avec vous, comment expliquez-vous que les Allemands, une fois de plus, aient si bien et si vite percé? Alors il y a peut-être des raisons historiques. Les Allemands sont donc premiers partenaires dans les deux sens. Nous, on a peiné, maintenant on améliore. Les Allemands, est-ce que c'est justement le refus d'aborder les questions qui fâchent, leur côté très concret qui a fait la différence? Je ne parle pas de la logistique, effectivement, fabuleuse. C'est aussi, vous savez, l'image qu'on dégage. Alors, l'image de la France, elle est très bien représentée avec M. Schimmel, c'est-à-dire c'est l'élégance. Mais c'est aussi, il ne faut pas non plus être trop prétentieux, c'est aussi Louis de Funès, c'est aussi le mariage à trois, c'est des tas de choses comme ça. Alors que l'Allemagne, elle est vue, selon moi, par les Russes, comme ayant toujours un caractère, les choses sont rendues dans les temps, dans les délais. C'est du matériel qui est stable, qui est dur. Les voitures qui sont prisées sont des BMW, des Mercedes, parce que c'est connu comme étant solide. Vous voyez, donc il y a cette réputation. Pour vous donner une image qui m'est restée en tête, c'est que quand vous avez des magasins de cuisine, on précise cuisine finlandaise, cuisine pour vous dire que la qualité, elle est liée, encore une fois, à l'image qu'on se fait du pays. Donc c'est vrai qu'on a, une bonne image pour l'élégance, pour la gastronomie, pour le vin, qui commence à arriver. Les Russes commencent à apprécier le vin. Donc tout ça, mais ça met du temps. Et d'un point de vue industriel, c'est pas encore ça. C'est en train de le devenir. Oui, en fait, les produits allemands sont solides. Bon, pour tenir dans les pays du Nord, comme ça, il faut des produits solides, il faut de la qualité. Donc, en fait, une des explications, c'est la qualité de la matière, qualité du produit, la qualité des délais, le respect des délais, le sérieux. Donc pendant la dernière guerre mondiale, ils ont appris à connaître les Allemands, les Russes. Ils savent très bien que c'est du sérieux. Donc ils ont payé la note. Donc ça laisse des souvenirs, ça laisse des traces. Donc vous voulez, il n'y a pas ce côté, si vous voulez, encore que la France ne sort pas trop mal par rapport à d'autres pays, mais les Allemands donnent cette carte de sécurité. Ça compte beaucoup et de sécurité. Et il faut des produits comme ça en Russie parce que c'est un pays dur, à climat dur, vous comprenez ? Les aspects contractuels, la notion d'écrit par rapport à la parole, quel rôle est-ce que ça joue? Sont-ils aussi juridiques que les Américains ou plus argentins? Comment ça se passe? Personnellement, je crois que la parole a toujours, aujourd'hui encore, une grande valeur. Il ne faudra pas revenir dessus. Alors après ça, quand on traite d'affaires conséquentes qui engagent votre entreprise, on est bien d'accord que l'écrit doit quand même être présent. Mais la parole est quelque chose qui est extrêmement important et on ne va pas revenir dessus. Je pense à d'autres choses aussi, toujours ce travers de l'ethnocentrisme. Je ne savais pas qu'il ne fallait pas signer un contrat important le lundi matin. Le lundi matin, il vaut mieux pas. Un Russe aussi ne va pas vous serrer la main quand vous êtes entre deux pièces, parce que vous allez amener l'énergie d'une pièce dans l'autre. Alors c'est des choses qui vous surprennent quand vous avez. Donc il y a aussi un aspect superstitieux qui peut paraître étonnant. Et tout ça, vous apprenez avec le temps, vous décodez petit à petit et vous allez engranger ça. Et puis il y a cette part privée, cette part qu'il ne faut pas aller chercher. N'oubliez pas que vous êtes l'étranger, toujours. Et que l'étranger, quelque part, peut être assimilé à des activités contre vous, oui, par exemple. Donc, il faut avoir toujours ça en tête. Le Russe, il peut se méfier parce que c'est toujours l'imagerie ancienne. Oui. Pour les contrats, alors là, je suis évidemment là aussi totalement de votre avis. La parole d'abord, le contrat après. De toute manière, il ne faut pas se faire d'illusions, que ce soit en Russie ou en Asie ou dans beaucoup de pays. Tout dépend évidemment aussi de la taille des entreprises. On peut pas, il faut savoir voilà, avec qui on parle et de quel niveau on parle. Un contrat d'avion ou je sais pas, d'armes ou d'autres choses, c'est différent.
Mais dans les entreprises PMI, disons, comme les nôtres, le contrat, vous n'allez pas gagner. Il faut savoir qu'on signe un contrat par morale, si vous voulez, un contrat moral. Vous n'allez pas vous battre contre des tribunaux, vous n'allez pas réussir. Ou alors ça va vous coûter tellement cher que des entreprises comme la mienne ne pourront pas suivre. Donc il ne faut pas rêver. Le contrat, c'est bien, ça conclut une discussion, il faut le faire, c'est correct. Je veux dire, c'est presque poli de le faire, ça doit être poli, c'est respecter l'autre, mais s'il n'y a pas la parole, le contrat n'y comptez pas trop. C'est la même chose en Chine aujourd'hui. Un contrat avec des Chinois aujourd'hui, c'est bien, il faut le faire, mais vous ne gagnerez pas. Vous savez que vous ne gagnerez jamais, même si vous avez raison. Pas surtout si vous avez raison. Donc, à la relativiser. Merci, je vous en prie. C'est à vous. Quelles questions vous souhaitez poser à nos deux invités? Le micro vous arrive au deuxième rang. Je vous laisse le soin de vous présenter chaque fois. Bonjour. Charles Le Tournay, je fais partie de la société Milesia. Nous exportons en Russie depuis 1994 et nous y réalisons entre 20 et 25% du chiffre d'affaires. Quel produit? Lingerie féminine. Soutien-gorge, culotte, etc. Donc une longue... On parle suffisamment de Le Jabi pour avoir aussi des entreprises qui font. Allez-y. Lyonnais d'ailleurs. Une pratique assez longue aussi du marché russe. Ce que nous avons observé au début des années 90, c'était une déstructuration politique du pays, ou de la galaxie des pays. Depuis, donc, la Russie s'est ouverte avec la nécessité d'une consommation. Cette question s'adresse plutôt à M. Chimel. Donc une facilité relative à exporter, lorsque nous sommes en Occident, des produits pour les consommer sur place. N'avez-vous pas l'impression, depuis la dernière crise que nous avons subie assez sévère dans les années 2007-2008, que la Russie, aujourd'hui, quand je parle de la Russie, je parle de l'Ukraine, je parle du Kazakhstan, bien évidemment, franchit peut-être une nouvelle étape qui consiste à intégrer sur le territoire national la fabrication de plus en plus de ces produits. Probablement des frictions en termes de connaissances techniques sur des articles tels que les vôtres, mais néanmoins le désir de localiser et de créer de la valeur ajoutée sur place, en prenant conscience aussi de la valeur, de l'intérêt du coût extrêmement faible de la main-d'œuvre sur place. Et par contre-coup, n'y a-t-il pas une menace pour nos entreprises aujourd'hui d'assister à ce phénomène sans le prendre en compte et sans peut-être aussi transférer ou investir ou co-investir sur place? Merci de vos questions. D'abord, félicitations parce que vos produits pour ces dames russes, c'est merveilleux. Donc vous devez rencontrer un très grand succès, ça ne m'étonne pas. En ce qui concerne ce problème de, je ne dirais pas de contrefaçon, mais de ce problème de vouloir implanter sur place, donc mon opinion, c'est qu'en pays de langue russe, c'est moins grave que sur d'autres continents actuellement. Turquie ou Chine, etc., c'est moins grave. Mais ça dépend de quoi on parle. Alors, votre produit, je ne le connais pas pour la Russie. En ce qui me concerne, j'ai un problème avec la fourrure. Pourquoi? Parce que c'est toujours la même histoire. La fourrure, une partie de la fourrure vient de Russie. Par exemple, si vous prenez la zibeline est russe. Donc la zibeline russe, c'est la plus belle zibeline du monde. On l'achète, nous, à Saint-Pétersbourg. On fait des manteaux, des pièces, des vêtements chez nous, en France et en Italie, et on les réexporte aux Russes. Alors pas seulement ceux de Courchevel, hein, mais également sur place. Donc forcément, avec le temps, et ayant la matière première, il y a des entreprises qui sont montées de fourrure, pour vous donner un exemple. Donc là, effectivement, ça me porte tort. Mais vous ne pouvez pas éviter, dans le monde entier, ce genre, enfin en ce qui me concerne, quand vous avez la matière première, comme en Inde pour des peaux, on envoie nos ingénieurs formés, des tanneurs. Je suis très spécialisé dans le vêtement de peau. Pour ma part, j'ai commencé comme ça. On a l'école de tannerie de Lyon a envoyé ces étudiants, ces ingénieurs dans le monde entier, là où il y avait la matière première,
Et donc, en ayant la matière première, on a appris à tanner sur place. Forcément, les tanneries françaises ont disparu, ou du moins 80% d'entre elles. C'est le grand problème. C'est-à-dire que, voilà, on va apporter sur place. Donc, s'ils ont la matière première, dans ce cas-là, oui. Sur le plan normal, il n'y a pas, quand ils ne savent pas faire, il n'y a pas encore, pour ma part, je n'ai pas de concurrence directe. Je ne ressens rien à ce moment-là, en ce moment. Ce serait plutôt le contraire. Il n'y a pas sur place, sauf quand ils ont, là, comme dans ce cas-là, la matière première. Est-ce que ce phénomène de localisation, d'avoir la valeur ajoutée à l'intérieur de la CEI, vous l'observez? Mais moi, je me cantonne à la Russie, en revanche, mais ça dépend. On ne peut pas faire une généralité, je pense. Ça dépend du secteur. Si on parle de biens de consommation, si on parle d'agroalimentaire, c'est très différent. Il y a des secteurs pour lesquels c'est profitable, mais je pense que, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, c'est en cours. C'est pas encore amorcé. On est quand même dans un phénomène actuellement croissant d'importation de produits finis. Bien sûr. C'est pour ça qu'il y a un vrai marché. Ouais. Autre question, j'en prie. Oui, au milieu, de ce côté-là. On va éviter les pas. Oui, bonjour, Sylvain Mounier, exécutive MBA à l'EML. Et je prends toujours plaisir à assister aux conférences de l'IAE d'ailleurs. Bon, je me retrouve beaucoup dans tout ce qui a été dit parce que j'ai travaillé et vécu 5 ans en Russie pour le développement du groupe Auchan, et notamment pour l'ouverture de nos hypermarchés à Omsk et Novosibirsk. Mais je n'avais pas eu l'occasion de visiter votre boutique à Omsk. Moi, j'aurais 2 questions à poser à M. Chimel. Première question, vous n'avez pas vraiment abordé la problématique des éventuelles difficultés ou éventuelles barrières à l'entrée constituées par les douanes russes. Est-ce que vous déléguez cette partie-là à vos partenaires russes? Et ma deuxième question, dans le cadre du développement de vos activités en Russie, est-ce que vous faites une totale confiance à vos partenaires russes ou avez-vous des expatriés pour vous accompagner là-bas sur place? Voilà, merci. J'ai pas compris la deuxième partie. Faites-vous confiance à vos partenaires russes ou bien envisagez-vous des expatriés pour votre développement en Russie? Oui. Alors, en ce qui concerne la première question, notre part, nous exportons normalement, comme dans n'importe quel pays du monde, nous exportons normalement. Donc, nous expédions la marchandise. Et nous faisons, je réponds très vite, nous faisons confiance au partenaire, enfin, nous laissons le partenaire se débrouiller. C'est-à-dire que lui doit dédouaner, il dédouane à sa manière, ce n'est plus notre problème. Nous exportons officiellement 100%, et puis, après, c'est leur problème. Effectivement, il y a de la combine parce que, une fois de plus, le système fait que les droits de douane ne sont pas en rapport avec la réalité. Ce que vous rencontrez aujourd'hui, nous pourrons exporter beaucoup plus vite, par exemple, en Amérique du Sud. Je ne le fais pas parce que les droits de douane sont pratiquement impossibles. Voilà. Dès que ça va descendre, on pourra exporter. Bon. Les Russes sont tellement demandeurs de mes produits qu'ils seront obligés de se débrouiller. Mais c'est tout ce que je sais. Je n'en dirai pas plus. Ça ne me regarde pas, finalement. Donc, nous faisons notre travail de notre côté. Pour l'autre partie de votre question, moi, j'ai des partenaires du coin. Je n'ai jamais utilisé... j'ai jamais utilisé des gens d'ici pour faire le travail là-bas. Jamais. Donc, je prends toujours des gens locaux, enfin des locaux. Alors, je vais revenir sur la question, parce qu'on n'a pas du tout évoqué l'expatriation. Il y a des gens d'ailleurs dont c'est le métier qui sont dans la salle. Je pense que, moi j'en ai vécu plusieurs, mais dont celle de Russie, elle est très particulière. L'expatriation, elle se prépare, et elle se vit donc quand on est en couple à deux, et c'est très important de tenir compte de la personne qui est avec vous. Pourquoi? Parce que les conditions sont difficiles, le climat est particulier, donc ça peut mal se terminer, ça peut mal se passer. Donc il faut bien penser à ça. Il faut penser aussi aux conditions de réimpatriation dans votre pays d'origine. Puisqu'on vient de parler de votre ancien employeur, Carrefour, qui pourtant est un grand succès partout. Oui, non, mais oui. Dans le même monde de la distribution. De Carrefour, il a fait 2 allers-retours. Ça lui a coûté très cher à chaque fois.
Donc, vous voyez que c'est pas une recette forcément simple. Il faut bien mettre en œuvre certaines choses et il faut bien se faire conseiller. Donc, d'ailleurs, chez Auchan, il y a certaines personnes qui vous ont bien conseillé pour bien réussir les choses et ça s'est bien passé, mais c'est un coût. Hein. C'est pour ça que le choix du partenaire pour faire cela est fondamental. J'ai un exemple qui vient à l'esprit, les laboratoires Boiron. Ils ont créé leur filiale en Russie. C'est une femme qui est partie avec son mari. Cette fois, c'est le mari qui a suivi la femme. Ils ont créé la filiale et maintenant, je crois qu'il y a 150 personnes. Elle est seule française. Elle a recruté 149 Russes. C'est un schéma. Alors, j'entends qu'il y a le fait que ça soit une femme. Je crois que les choses ont pas mal évolué. Qui parle russe aussi. Ouais, alors ça, c'est fondamental. Mais les choses ont pas mal évolué là-dessus. Je crois qu'aujourd'hui, c'est possible. On a des exemples de femmes françaises chefs d'entreprise en Russie qui ont, dans le parfum notamment, je pense à quelqu'un qui est très connu là-bas, qui ont une présence depuis presque 20 ans sur place et qui réussissent très bien. Donc l'image qu'il fallait absolument être un homme, c'est en train de s'effacer aussi, même si, effectivement, n'oublions pas, il y a des réalités anciennes et historiques, mais c'est possible. Il y a des cas qui démontrent que c'est possible. Oui, alors, par contre, dans le sens contraire, ça marche très bien. Allez chercher justice. Rien que dans notre entreprise, on a beaucoup de personnes d'origine russe, qui est une langue russe, que nous employons dans les boutiques en Europe et ailleurs. Obligatoirement, puisque la clientèle, n'oubliez pas que la clientèle russe, de langue russe, se déplace énormément dans le monde. Énormément. Ça va du Moyen-Orient, d'Israël, dans le monde entier. Enfin, c'est extraordinaire. New York, nous vendons, dans la boutique de New York, nous vendons 30% à une clientèle de langue russe, dans la boutique de New York. Là, il faut bien comprendre ce qui se passe. Et donc, nous sommes obligés d'avoir des employés et du personnel de langue russe dans les boutiques et même dans nos ateliers, dans nos bureaux. Ce qui est d'ailleurs un personnel tout à fait qualifié. Seul problème, c'est que bien souvent, ce sont des personnes qui, si elles ne sont pas mariées à des Français, etc., elles, je dis elles, parce qu'en principe, c'est plutôt féminin, dans mon secteur, on a des problèmes humains. C'est-à-dire qu'elles se retrouvent déracinées, et là, il y a d'autres problèmes qui peuvent arriver. C'est intéressant, parce que ça, vous parliez tout à l'heure justement dans le sens contraire, mais là, c'est une liaison. Quand on a à livrer, on a à voir les clients, on envoie notre personnel qui parle russe sur place. Ça peut compter, ça peut aider beaucoup. Donc, voilà. C'est important de savoir. C'est-à-dire que quand on veut, autrement dit, quand on veut exporter dans les pays de langue russe, c'est plutôt bien d'avoir des Russes chez soi. C'est pas mal. Merci d'avoir souligné. C'est à vous, monsieur. Merci. Alain Rénal, enseignant à l'IAE Lyon 3 et responsable des échanges avec notamment la Russie. Et je voudrais faire deux petites remarques complémentaires, notamment une à ce qu'a dit M. Delal sur la vision de l'Allemagne en Russie. Contrairement à ce que la plupart des Français croient, compte tenu de ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, ils pensent que les Russes sont très réticents vis-à-vis des Allemands. Moi, je me souviens d'une remarque que j'ai eue il y a plus de 10 ans à Yekaterinbourg, qui m'avait sidéré à l'époque. La responsable de l'université économique de l'Oural, avec qui j'étais en contact, me dit un matin « Ah, je suis bien contente, hier la Douma régionale, donc de la région Oural, a élu un nouveau gouverneur de région, et c'est un Allemand. » Alors je lui dis, c'est un Allemand. Ben oui, c'est un Allemand, c'est-à-dire qu'il a dû arriver il y a 300 ans, enfin sa famille est arrivée il y a 300 ans. Et au moins avec lui, je sais que la région sera bien gérée. Il y aura moins de corruption, ça ira bien. Vous voyez, c'était incroyable, quoi. Elle était russo-russe, quoi. Et il y avait l'idée qu'avoir un gouverneur dont les ancêtres étaient venus d'Allemagne 3 siècles plus tôt, c'était bon. Et puis, deuxièmement, vous avez parlé de Moscou et de Saint-Pétersbourg. C'est vrai que pour les Français, la Russie, c'est Moscou et Saint-Pétersbourg, mais il faut essayer d'aller plus loin. Et j'ai découvert, il n'y a pas très longtemps, à travers des contacts au Business Club Russie, je ne sais pas s'il y en a ici, si vous en avez parlé, puisqu'il y a une association qui s'appelle le Business Club Russie à Lyon, et j'ai découvert qu'il y a même des régions russes
qui donne des aides à des entreprises étrangères pour qu'elles exportent dans leur région. Pourquoi? Alors, je n'ai pas compris au début. Eh bien, parce qu'ils en ont un peu marre que ce soit Moscou et Saint-Pétersbourg qui centralisent toutes les importations et la redistribution en Russie. Donc, aujourd'hui, il y a des régions, je dirais peut-être un peu lointaines, qui aident les exportateurs français, par exemple, à venir directement travailler avec leurs entreprises régionales pour concircuiter Moscou et Saint-Pétersbourg. Voilà. Donc je le signale, il y a peut-être là une piste pour des entreprises d'aller travailler directement avec des opérateurs locaux. Merci du tuyau. On prendra peut-être les coordonnées du club business russe avec vous tout à l'heure. Justement, je voudrais ajouter un mot là-dessus. C'est vrai qu'il y a 2 clubs en fait à Lyon, donc il y a un vrai intérêt, puisqu'il y a une centaine de membres dans le BCR de M. Gonzalez, qui compte d'ailleurs une animatrice qui est très efficace, qui s'appelle Tatiana Klimova, qui est une étudiante, une ancienne étudiante de Lyon 2, qui a monté un blog pour apprendre le russe sur Internet. Si vous voulez, vous pourrez m'envoyer un mail, je vous enverrai ses coordonnées. Tout ça, c'est gratuit et c'est formidablement bien fait. Donc il y a ce premier club, et puis il y a un deuxième club qui est celui de la Chambre de commerce, auquel il faut aussi penser, puisque Madame Vigne, Emmanuel Vigne, est quelqu'un qui connaît très très bien la Russie, et qui a vécu 5 ans, qui vient de rentrer il y a quelques temps. Et donc il y a ces 2 clubs en parallèle qui fonctionnent entre notre région Rhône-Alpes et la Russie. Merci de ces tuyaux. Oui, sur votre première remarque entre les Allemands et les Russes, bon, les Allemands c'est la rigueur et les Russes c'est la folie. N'oubliez pas. Hein. Donc c'est ça la différence. C'est pour ça qu'un peu de rigueur dans la folie, ça aide. Bon. D'un autre côté, en ce qui concerne donc l'exportation en dehors de Moscou et Saint-Pétersbourg, n'oubliez pas aussi que là, on est dans la Russie d'Europe. Vous avez un territoire immense, vous avez des républiques extrêmement fortes, enfin des pays très forts. L'Ukraine actuellement, nous sommes, en ce qui me concerne, l'Ukraine est un pays devenu un des premiers pays. À Kiev, et non seulement à Kiev, dans 5-6 villes importantes, nous avons des boutiques. L'Ukraine, c'est très très fort actuellement, et c'est au sud. Donc il y a aussi un côté, sud du nord, mais c'est quand même très fort. Vous avez des pays qui ont des richesses considérables. Le Kazakhstan, vous avez des pays, tout passe par Bakou aussi, en Azerbaïdjan, l'Arménie. C'est important. Tout ça, ce sont des pays qui... Tous ces gens-là parlent russe. Il faut bien comprendre qu'ils sont allés à l'école, on leur a imposé le russe. Il ne faut jamais l'oublier. Ça marche presque mieux qu'ailleurs. Tout le monde parle russe. Tout le monde. Ça, ils ont été obligés. Et ça a été quelque chose qui aujourd'hui compte beaucoup pour le développement de ce pays. Parce qu'ils parlent la même langue. Ils ont parlé en tout cas très longtemps la même langue. Alors c'est en train justement de diminuer, ce qui est à mon avis une erreur. Parce que quand on veut un pays fort, il faut quand même parler la même langue, ça va plus vite. Hein. Donc, en économie en tout cas. Donc la culture, très bien, on est chez André Malraux ici, c'est très bien, mais quand même, en économie, c'est la même langue, ça sert beaucoup. Et donc, on va jusqu'en Mongolie. Actuellement, en Mongolie, il y a des richesses, on va découvrir des gisements extraordinaires à Oulan-Bator ou ailleurs, et là, déjà, M. Vuitton, etc., sont déjà sur place. Donc, vous avez d'un pays qui a 4 millions, je crois 4 millions d'habitants, et vous pouvez déjà y aller. Il ne faut pas considérer la Russie d'Europe, on a plutôt effectivement cette tendance à faire, et c'est une grossière erreur. Merci, Fédon, nous rappeler chaque fois le gigantisme et le fait qu'il y a toutes ces républiques alentours qui font partie de cette même ambiance. Nous poursuivons. Bonjour, je suis Mathéus Bolek, en dernière année de Master Management International à Lyon 3, d'origine polonaise. Ma question concerne justement la couverture géographique donc dans les anciens pays de l'Est. Donc, nous savons que vous êtes présent donc, en Russie, donc, au Kazakhstan, en Ukraine et puis aussi à Budapest. Et je me posais la question justement parce que j'ai réalisé beaucoup de stages en Pologne, donc à Varsovie, pour Cartier Hermès, entre autres. Et je me posais la question pourquoi vous n'avez jamais tenté l'aventure polonaise, parce que bon, on sait qu'aujourd'hui c'est un pays qui ne connaît pas la crise.
Il y a de plus en plus de milliardaires, une classe supérieure, enfin moyenne supérieure qui est de plus en plus présente, et des débouchés importants, je pense, dans le secteur du luxe dans les années à venir. Et donc je me posais justement la question, pourquoi vous n'étiez pas présent à Varsovie ou dans d'autres villes comme par exemple Prague, qui est une ville phare aussi des pays de l'Est, surtout au niveau de la consommation des produits de luxe. Voilà. Bon, je vous remercie de votre question. D'ailleurs, si vous voulez venir me voir, ce serait avec plaisir qu'on pourrait confier une première mission. Et d'autant plus que mon père est né en Pologne. Et aujourd'hui, il est né à la frontière avec l'Ukraine, donc très près de Lvov, où aujourd'hui je vends mes produits. C'est quand même un retour de l'histoire intéressant. Je vais vous répondre. En fait, c'est une question de partenaire qui se présente. Vous n'arrivez pas, c'est ça. Alors, et je crois que votre question est très très intéressante et ça nous ramène au début de la conversation. Parce que si vous n'avez pas le partenaire qui vient vers vous, c'est très difficile d'aller le chercher. Et là, je parle en tant que vous avez fréquenté des entreprises de luxe. Et vous savez ce que je veux dire. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui viennent. Si vous n'avez pas le candidat qui vient, il est très difficile d'aller le chercher. C'est pour ça que je l'ai trouvé pour Budapest, mais entre nous, c'est quelqu'un qui revend en Ukraine. Pour dire la vérité, ce n'est pas le marché hongrois qui est porteur, c'est en fait un membre de la Douma de Kiev. En ce qui concerne donc l'Europe centrale, c'est beaucoup plus difficile. Ça commence à venir, mais attention, je suis très très haut dans l'échelle, hein. Donc ça commence à venir maintenant. J'aime beaucoup Kundera, mais malheureusement, il n'est pas client Zili. Mais voilà, Prague, pas pour le moment, alors que je pourrais y être. Mais j'attends, j'ai lancé le filet, voilà, j'attends que le poisson, voilà, ça vient comme ça. Après, on s'en occupe et on y va. Je ne crois pas qu'il y ait, dans mon domaine, sauf des entreprises beaucoup plus structurées, beaucoup plus fortes, dans le domaine du luxe, LVMH, etc., c'est différent. Mais dans une entreprise comme la mienne, qui est tout à fait différente, il faut que le partenaire fasse la démarche d'abord. Maintenant, si vous voulez y aller, alors avec grand plaisir, je charge de mission pour ça. Donc vraiment une question d'intuitu personnel, là, cette qualité-là. Peut-être on peut rebondir sur la remarque de ce jeune homme, fierté nationale. On n'a pas abordé ça concernant la Russie, mais c'est un peuple très nationaliste au sens sain, c'est-à-dire qu'ils sont très fiers de leur patrie. Et c'est quelque chose de très important. Donc c'est pour ça, on l'a dit plusieurs fois, c'est pas la peine d'aller dans des sphères un peu sombres, de les provoquer, laissez-les. C'est beau d'être fier de son pays, comme l'a fait monsieur. Parce qu'on parle de Russie, il revient à la Pologne, mais c'est très bien, je comprends. Mais les Russes sont extrêmement fiers de leur pays. Nous poursuivons effectivement. C'est à vous. Voilà. Bonjour, étudiante russophone à Lyon. Et donc, je viens du Kazakhstan, donc c'est pas la Russie, mais il y a peu de gens qui connaissent ce pays. Et donc, j'ai pas forcément de questions à vous poser, mais je voudrais juste vous faire partager mon expérience. Qui dit étudiante dit stagiaire, et donc moi, j'ai commencé à chercher mon stage, et je voudrais trouver des entreprises qui... Non, j'ai déjà trouvé mon stage, ne vous inquiétez pas. C'était pas une intervention téléphonée, merci. Non. Et donc, je voudrais trouver une entreprise qui voudrait s'installer dans les pays russophones, notamment la Russie et le Kazakhstan. Et je peux vous dire que les entreprises françaises, elles ne sont pas prêtes et ils hésitent beaucoup pour aller exporter, pour aller vers les pays russophones et pour aller vers le Kazakhstan et la Russie. Et pour encourager un tout petit peu les entreprises françaises, je peux vous dire qu'en tant que consommatrice, que les produits français, ils sont très bien cuits, ils ont une bonne réputation et a priori, ils sont bien acceptés dans les pays russophones. Quand on dit la qualité française, Made in France, très bien accepté, donc n'hésitez pas d'y aller. Et qu'est-ce que vous pouvez dire aux entreprises françaises qui hésitent pour les encourager? Merci. Alors effectivement. En ce qui me concerne, donc on a 2 boutiques au Kazakhstan, une à Astana et une à Almaty, et ça se passe très bien.
Alors cette réserve, une entreprise française qui exporte ne pense pas spontanément à la Russie. Mais encore une fois, c'est un tort, parce que c'est un marché gigantesque. Comment effectivement répondre à ça? Mais quelque part, c'est lié à... je vais stigmatiser personne, mais l'image véhiculée dans la presse pendant des années pour faire vendre, c'est toujours pareil, c'est du tirage, donc c'est ce qui est noir. Et on résume la Russie à quelques mots, et donc le chef d'entreprise, il va être plus frileux, même s'il emploie des techniques de prépaiement, mais il a peur qu'il se passe des choses. J'ai lu encore un article le mois dernier qui disait que la Russie était le pays le plus délicat en termes d'expatriation de ses cadres pour les entreprises. Donc encore le mois dernier. Hein. Donc on évolue, mais les choses continuent d'être délicates. Si on parle de Moscou, simplement Moscou, il faut savoir que c'est une ville qui est très très chère. Une ville où il est difficile, encore une fois, de s'adapter si on n'y met pas de la volonté. Moi, j'ai plein de collègues qui sont arrivés à Moscou avec leur voiture, soit qui sont arrivés avec leur voiture au volant, soit qui l'ont fait venir. Au bout d'un moment, ils ont arrêté de conduire. Parce que, on est d'accord, Probki Vizdier, il y a des bouchons partout. Vous connaissez la PlayStation, c'est-à-dire que vous avez des grandes avenues qui font 8-10 voies de large, et puis le feu passe au vert, et là, il n'y a plus de fil. Hein. Chacun va comme il veut. D'ailleurs, ça me fait rebondir sur la prévarication, la corruption. C'est un sujet, quand même s'il n'est pas très politiquement correct, qu'il faut aborder. La première des visions de la corruption pour un Russe, c'est le GAI, c'est-à-dire le GIBDD, le policier qui est au carrefour. Parce qu'il va voir les couleurs des plaques des voitures, et en fonction de la couleur, vous savez que les plaques jaunes, je crois que c'est encore le cas aujourd'hui, c'est les plaques d'entreprises étrangères, et donc il va demander les papiers. Il ne faut pas oublier qu'il a un salaire qui n'est pas formidable, et donc il va y avoir une transaction. Et donc le Russe, il a cette image-là. C'est-à-dire que le premier représentant de l'État, qui est le fonctionnaire qui est en face de lui, il est corrompu. Et je vous dis ça, pourtant j'ai travaillé avec les policiers de la route, hein, donc on a établi des programmes et tout ça, mais c'est la réalité. C'est en train d'évoluer parce que les salaires ont été revalorisés, mais ça met du temps, et ça reste dans les mentalités. Donc il faut louer une voiture sur place ou y aller en taxi. Attention, parce que les plaques de voitures de location ne sont pas de la même couleur que les plaques russes, donc ils vont le voir aussi. Le métro. Oui, je crois qu'il faut, encore une fois, on en a déjà parlé, vraiment lutter contre cette image négative des pays de langue russe. Le négatif des pays de langue russe en ce qui concerne la mafia, la corruption, ça va bien 2 minutes, mais la réalité, c'est pas ça. Qu'il y ait des fortunes qui se sont faites très rapidement, c'est tout à fait vrai, qui se sont faites un peu sauvagement, tout à fait vrai. D'ailleurs, c'est pas que dans ces pays-là. C'est naturel dans les pays à développement rapide. Aujourd'hui, depuis la guerre, les pays à développement rapide, il y a un boom économique, obligatoirement, il y a des grandes fortunes qui se font. Ça s'est fait en Amérique, tout le monde le sait. On a parlé de mafia en Amérique à un certain temps. Bon, voilà, les choses se mettent en place. D'ailleurs, j'en souffre personnellement, mon entreprise en souffre beaucoup en tant que reconnaissance, puisque comme je vous l'ai dit au début, on exporte 50% dans les pays de langue russe. Ça veut dire que ces gens des fédérations françaises nous considèrent comme des alliés mafieux des Russes. J'ai tout entendu à ce niveau-là. Ils ont oublié que pendant 20 ans avant, j'étais certainement un mafieux américain, puis un mafieux arabe. Maintenant, je suis un mafieux russe. Voilà. Alors, c'est vrai que j'ai entendu ça. La presse nous a abîmés à ce niveau-là. Donc, on est obligé de redresser, il faut dire la vérité, de redresser ça. Alors que sans les Russes, sans les pays de langue russe, je ne serais pas là aujourd'hui. Et que j'ai 400 personnes à payer tous les mois, et ces 400 personnes le doivent en grande partie aux pays de langue russe. Donc il faut quand même rétablir une certaine réalité. Et ça, c'est très navrant. Et quand je parle des autorités françaises, je pense à des gens qui sont des clubs, je ne dirais pas le nom parce que je ne suis pas trop agressif, et je ne veux pas l'être, mais je pense à des noms prestigieux de clubs français, et c'est très, très regrettable. Voilà. Je voudrais continuer dans le droit fil de ce qui vient d'être dit par M. Chimel. On a eu, proche de nous d'ailleurs, l'événement de Courchevel avec M. Prokhorov, qui est directement
dans ce fil-là. C'est-à-dire qu'on a eu l'impression d'avoir à faire un réseau de prostitution. Vous avez vu les conséquences que ça a pris. Je vous rappelle que quand on a réglé l'affaire, les 2 premiers ministres des pays concernés étaient présents. Donc on a été obligé d'aller quand même très loin dans la démarche. Donc c'est vrai que cette image, il faut arrêter de l'avoir en tête. Bien. Oui, mademoiselle. Et puis nous terminons peut-être par une sorte de vade-mecum. Pour une entreprise, est-ce qu'il y a des points de passage obligés? Nous y reviendrons tout à l'heure. C'est à vous. Bonjour, Lilia Vart-Parognan. Je suis d'origine arménienne avec des racines russes. Je suis ancienne étudiante de l'IAE. En fait, je voulais poser une question à M. Chimel. Il y a des Jeux olympiques à Sochi qui s'approchent. Est-ce que la marque Zilli a des projets spécifiques liés à cet événement? Est-ce qu'il se prépare pour les Jeux olympiques qui viennent? Merci. Une boutique à Sochi? Alors, nous avons 3 boutiques à Sochi, donc on est déjà en place. En vue du développement de Sochi, c'était indispensable. Donc voilà, on est très contents, tout va très bien. En ce qui concerne l'Arménie, on a une très jolie boutique à Erevan, avec très bien, avec un partenaire fort sympathique, tout à fait spécial, et il passe 4 jours à chaque fois pour faire ses achats, donc on passe de très bons moments ensemble. Malheureusement, je n'y suis pas allé, mais je dois y aller. Donc l'effet JO, vous allez en bénéficier? Alors, en ce qui est des Jeux Olympiques, en principe, nous, on n'en bénéficie pas directement. Chaque fois, les Jeux Olympiques, c'est très bien, c'est pour le développement local, c'est parfait, mais en tant que produit de très haut niveau, ça n'a pratiquement aucun impact. Ça n'a pas d'impact. Le fait d'y être, c'est bien, c'est de la communication, si vous voulez. Mais sur le plan réel des ventes, ça n'a pas d'impact. Les gens à mon niveau, les clients à mon niveau sont déjà servis, si vous voulez. Ils n'attendent pas les ça Jeux n'apporte pas. Mais par contre, c'est très bien pour le coin. Je crois que ce sera très important, en tout cas, Sochi sera très important pour l'image russe dans le monde. C'est très important. C'est pour ça ils vont faire beaucoup d'efforts. C'est absolument exceptionnel, oui. Si on voulait, pour terminer cette rencontre avec vous, Laurent, si on voulait avoir une sorte de mode d'emploi, les prémices, les questions à se poser, les erreurs à éviter pour quelqu'un qui se dit pourquoi pas, dans 2 ans, y aller, en sautant sur toutes les préventions que vous avez effectivement décidé de dire, allez, passons à autre chose, soyons positifs. Pour une entreprise, une PME, quels sont les points d'étape? Alors déjà, je sais qu'il y a beaucoup de publications chez UbiFrance, dans les chambres de commerce, sans faire de publicité, qui sont très très bien faites. Mais moi, encore une fois, vous avez bien compris, mon prisme, c'est le comportement humain, qui est très important sur place. J'ai 3 ouvrages en tête. Le premier, c'est Qui sont les Russes de Anna Sergeyeva, qui est un très très bon livre qui reprend tout ce qu'on a dit depuis le début de notre propos. Un deuxième ouvrage, vous connaissez peut-être l'auteur qui s'appelle Viktor Yerofeyev, dont le père était un dignitaire russe du ministère des Affaires étrangères, du MID, qui a eu des problèmes dans sa carrière du fait des écrits de son fils. Eh bien, Viktor Yerofeyev a commis un livre donc très caustique qui s'appelle Encyclopédia Russkiye Dushi, donc l'encyclopédie des âmes russes. Donc, je vous conseille aussi ça. C'est très caustique encore une fois, mais c'est très éclairant. Je vous ai parlé tout à l'heure de Kommunalka de Paola Messana, qui est une grande journaliste. Elle a vécu la chute de l'Union soviétique, 10 ans de voyage dans toute la Russie, à travers cette institution soviétique qu'est l'appartement communautaire. Ça aussi, c'est un excellent bouquin. Puis il faut lire, bien sûr, Hélène Karadankos, par exemple, Le Malheur russe, où on apprend des tas de choses sur ce qui se passe dans ce pays et la mentalité. Mais n'oubliez pas de relire Anna Karénine, c'est très bien. On dit souvent d'ailleurs que les romans sont des fabuleuses clés d'entrée, autant que des ouvrages de sociologie et tout. Et au point de vue économique, un retour sur investissement, c'est 2 ans, 3 ans, 5 ans? Ça dépend complètement encore du domaine dans lequel on est. Mais si on est dans le luxe, le parfum, ces choses-là, il y a des réussites magnifiques. Hein. Moi, je me suis pas mal occupé de tout ce qui est cosmétique et parfum. Si c'est bien mené, encore une fois, avec les bons partenaires, il y a des très bons retours sur investissement. Supérieurs à ça même. Et de l'importance des partenaires. Alain Chimel, vous avez abondamment insisté sur cet aspect-là, cette qualité de relation. Oui, en fait, cette rencontre ne peut que m'encourager justement à renforcer. C'est pas parce qu'on est très impliqué dans un système, dans un pays, et en l'occurrence la langue russe, ça ne peut que m'encourager à encore renforcer notre présence. Il ne faut pas lâcher un marché,
il faut le renforcer. C'est pas parce qu'on est leader, hein, on est la marque pour hommes la plus connue dans les pays de langue russe. Eh bien, c'est pas suffisant. Il faut continuer. Je vous remercie de m'avoir invité parce que ça me donne des idées de renforcement au lieu d'aller dans le sens contraire. Et puis, je vous attends pour la Pologne parce que ça m'intéresse beaucoup. Et non, mais j'insiste parce que je n'ai pas rencontré à ce jour si une fois, une seule fois, mais c'était très court, je n'ai pas rencontré justement de quelqu'un parce que la Pologne était en retard. Hein. C'est très récent le développement, l'arrivée du luxe en Pologne. Hein, c'est quand même très récent. Et ça, c'est très intéressant de voir l'évolution des pays de l'Est. Ça va pas très bien. Ça dépend où. Hein. Mais par exemple, vous prenez une station thermale comme Karlovy Vary, donc en Tchécoslovaquie, enfin ex-Tchécoslovaquie, et là vous avez un boom, un véritable boom qui vient de la part des Russes. C'est intéressant de voir ça. Et après là, donc vous pouvez y aller, on a déjà une boutique, vous voyez, on a un revendeur. Donc les Russes ont une impulsion aussi pour l'Europe de l'Est. C'est très important de savoir, de comprendre. Ça rebondit. C'est pour ça que travailler avec les pays de langue russe, ce n'est pas seulement localement. Ça vous donne une entrée bien plus vaste dans le monde. Ça aussi, il faut le comprendre en même temps. Comme quoi, l'ère d'influence russe, c'est toujours une actualité. Alain Chimel, Laurent Dalal, merci beaucoup de nous avoir éclairés sur ce sujet. Merci. Et à vous Merci. d'être restés jusqu'au bout.